Monsieur le Président, après 8 ans de ce premier ministre, l'inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Le travail ne paye plus. Le coût de logement a doublé. La criminalité, le chaos, les drogues et le désordre sont communs dans nos rues. Et le premier ministre essaie de diviser les Canadiens afin de distraire de tous ces échecs. Il faut d'abord reconnaître le pays que le premier ministre a trouvé quand il est arrivé au pouvoir. Commençons avec les taux d'intérêt et le taux d'inflation. Ces taux-là étaient bas. Les taxes baissaient plus rapidement qu'à n'importe quel moment dans l'histoire de notre pays. Le budget était équilibré. La criminalité avait baissé de 25 %, à tel point que les habitants des petites villes laissaient souvent leurs portes déroulées. Nos frontières étaient sûres. Le logement coûtait la moitié de ce que ça coûte aujourd'hui. Les salaires nets avaient augmenté de 10 %. Ça, c'est après l'inflation et après les impôts. Le New York Times a dit que la classe moyenne canadienne était plus riche que la classe moyenne. Le New York Times disait que la classe moyenne canadienne était plus riche que la classe moyenne américaine. Pour la première fois, tout cela en dépit d'une crise financière sans précédent aux États-Unis et de guerres en Syrie, en Irak et oui, en Ukraine. Il est amusant de constater qu'à l'époque de Stephen Harper, ces guerres-là n'ont pas causé de l'inflation au Canada. Mais lorsque ce premier ministre actuel a pris le pouvoir, les prix augmentent de façon exorbitante. 8 ans plus tard, regarde où on en est. L'inflation, après avoir déjà atteint des sommets de 40 ans, est de nouveau trop élevée. L'économie se contracte. C'est vrai, l'économie actuellement, c'est en train de se contracter, même si la population est en hausse. Le PIB par personne est aujourd'hui inférieur comparativement à il y a 6 ans. C'est la première fois de notre histoire qu'on a vu l'économie, le PIB par capita, se réduise dans la grandeur pour une période de 6 ans. La croissance du Canada devrait être la dernière parmi les pays de l'OCDE, non seulement pour les 6 prochaines années, mais pour les 3 prochaines décennies. Ça, c'est selon l'OCDE. Ce n'est pas moi qui dis ça, Monsieur le Président. Le coût du logement a plus de doublé après 8 ans de ce gouvernement. Après qu'il a promis de le réduire, il faut désormais 25 ans pour économiser assez d'argent pour un premier versement à Toronto. Avant ce premier ministre, ça prenait 25 ans pour rembourser toute une hypothèque. Certaines familles doivent prolonger la durée de leur prêt hypothécaire jusqu'à 40 ans, ce qui signifie qu'il faut maintenant avoir peut-être 120 ans de vie pour pouvoir être non endetté comme famille. En réalité, ça va être des enfants et des petits-enfants qui vont littéralement devoir rembourser les hypothèques de leurs parents et leurs grands-parents. On n'a jamais vu ça, sûrement au Canada. J'imagine qu'il n'y a aucun endroit au monde où c'était le cas. Les maisons canadiennes maintenant coûtent plus de 50 % plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Ça, c'est la réalité après 8 ans de ce premier ministre qui avait promis de rendre la vie plus abordable. Et quelles sont ses solutions aujourd'hui? Premièrement, il veut hausser les taxes sur l'essence, ce qui augmente le coût de tout. Tout ce qui est transporté sera plus cher avec le taxe carbone que le gouvernement vient de confirmer, qui va augmenter le prix de l'essence de 17 sous et 20 sous si on ajoute le taxe de vente sur ça. Une taxe que le Bloc veut radicalement augmenter sur le dos des Québécois. En plus,
On entend des promesses avec des milliards de dollars pour le logement encore, les mêmes promesses qu'on a vues depuis 8 ans. 8 ans, il a promis des dépenses, mais ça sert simplement à augmenter la bureaucratie et non pas le logement. Et finalement, un autre 20 milliards de dollars de nouveaux dépenses qui ajoutera à l'inflation et les augmentations de taux d'intérêt. Banque Scotia a déjà dit que 2 % des taux d'intérêt payés maintenant sont la conséquence directe des déficits. Les déficits que le gouvernement propose d'augmenter. Et parlons de la dette. L'année prochaine, pour la première fois, nous allons dépenser plus sur l'intérêt pour notre dette que sur la santé. Plus de 50 000 milliards de dollars sera dépensé sur l'intérêt, plus que nous allons envoyer aux provinces pour nos infirmières et nos médecins. Donc, des banquiers et des investisseurs de Manhattan recevront l'argent et nos enseignants, nos infirmières, nos médecins ne le recevront pas. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. Heureusement, nous avons un plan de gros bon sens. Un plan qui va plafonner les dépenses et éliminer les gaspillages afin de réduire l'inflation et les taux d'intérêt. On va éliminer les taxes pour réduire le coût de la vie pour chaque Canadien. On va réduire les impôts pour que le travail redevienne à nouveau payant. Nous allons rebâtir le rêve canadien où le travail permet n'importe qui, n'importe où, de gagner une bonne vie, d'avoir une maison et de vivre paisiblement dans leur communauté. Donc, le choix dans les prochaines élections sera entre une coalition coûteuse qui va enlever votre argent, augmenter vos taxes, augmenter les impôts et permettre davantage de la criminalité, ou les conservateurs guidés par le gros bon sens, qui vous permettraient de gagner un plus grand chèque de paie qui achète de nourriture, de l'essence et des maisons dans des communautés sécuritaires. C'est ça le choix et nous allons être le seul choix du gros bon sens pour les Québécois et tous les Canadiens, Monsieur le Président. Thank you.